Lorsque j'avais découvert Ring de Hideo Nakata au cinéma il y a quelques années, j'avais été frappé par sa scène d'introduction que j'avais trouvé particulièrement efficace. Le film s'ouvre sur un match de baseball à travers une télévision, avec en fond deux jeunes filles, Tomoko et Masami, qui discutent de l'anecdote d'un ami décédé à cause d'une fameuse légende, celle d'une cassette hantée avec une femme disant que tu vas mourir dans une semaine après avoir reçu un étrange coup de téléphone. Mais la jeune fille le prend à la légère comme n'importe qui le ferait avec une histoire du genre. Néanmoins, Tomoko révèle qu'elle a vu une vidéo de ce type il y a tout juste une semaine dans une soirée entre amis. L'atmosphère devient lourde mais Tomoko désamorce la situation en révélant que c'était une blague, jusqu'à ce que le téléphone sonne dans le salon. Masami comprend que Tomoko ne mentait pas et les jeunes filles descendent inquiètes dans le salon. L'appel se révèle être juste les parents de Tomoko et Masami, rassurée, s'en va. Tomoko reste dans la cuisine alors que la télé s'allume toute seule dans le salon. La jeune fille, inquiète, l'éteint et s'en va. Et puis il se passe ça. Ces 6 minutes d'introduction sont très importantes car elles permettent d'instaurer le grand concept du film, la légende de la cassette. Ça peut paraître con, mais une légende de ce type, ça existe dans le monde réel. Des exemples, il y en a plein et c'est particulièrement bien retranscrit dans les dialogues des jeunes filles avec des changements de ton qui maintiennent le rythme de la scène. Si on reprend au début de la séquence, pendant le discours de Tomoko, on peut par exemple noter le travail de la focale afin de marquer l'évolution de cette dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, plus la focale est longue, plus l'espace entre les différents plans va sembler restreint, et inversement pour une focale courte. Ainsi, en allongeant progressivement la focale de l'optique, on bloque les issues du personnage de Tomoko. Elle est comprimée dans l'espace et le spectateur se sent oppressé avec le personnage. Le même travail est fait chez le personnage de Masami, en mesure plus réduite cela dit, mais elle accompagne la scène grâce à son expression de désillusion frappante, la manière dont son visage se décompose en apprenant la nouvelle. Et là, on peut noter autre chose grâce à notre cadre et à notre focale, c'est qu'on a perdu le lien entre nos personnages. Filmés ensemble au début, ils se retrouvent alors isolés et reviennent dans le même cadre alors que Tomoko révèle la supercherie. Cela dit, ce plan est très important car il marque la scène. On peut diviser ce plan en 3 étapes. La première, c'est les quelques secondes de début où le doute plane encore sur la véracité du discours de Tomoko. Bien que les jeunes filles soient à nouveau ensemble dans le cadre, on peut noter cette amorce de coussin extrêmement présente dans l'image et donnant un peu l'impression qu'on est tapis dans l'ombre à observer les deux jeunes filles. C'est quelque chose que la caméra fera plus vers la suite, jouer avec un placement extérieur et des amorces de la maison. La deuxième étape du plan arrive alors que Tomoko révèle qu'elle a menti et que les jeunes filles commencent à rire entre elles. Le plan devient alors rassurant et un peu plus humain. La troisième partie du plan arrive au moment où les jeunes filles tombent par terre. La caméra les suit et ce panoramique de caméra est intéressant parce que c'est le premier mouvement visible de la scène. Ce mouvement a pour importance d'amorcer la suite de la scène qui sera marquée par les mouvements de caméra. Dès que la sonnerie de téléphone retentit, on a plus de plans en mouvement, la caméra commence à s'affoler, allant même jusqu'à faire un travelling dans un couloir pour poursuivre ses personnages. Ces mouvements apportent du dynamisme dans la scène. Il y a pas mal de petits détails qui sont là pour mettre le spectateur mal à l'aise. Le moment où Masami frappe la cuisse de Tomoko par exemple. Il y a un bruitage vraiment étrange qui fait un peu penser à une articulation qui se brise. En termes de son, on peut aussi relever la sonnerie du téléphone qui est assourdissante et qui dure extrêmement longtemps. En outre, dès que l'appel téléphonique rentre en jeu, le son de l'horloge est bien plus présent dans la scène. Ce qui appuie notamment quelque chose d'autre. Le film s'ouvre avec une date écrite à l'écran. C'est bien évidemment un repère pour le spectateur, mais ça lui induit dès le premier plan quelque chose d'essentiel à la narration. Il faut retenir la date. Cette intuition sera confirmée par la suite dans les dialogues, mais c'est une façon d'inclure le spectateur dans la situation des protagonistes. Mais tout ça, ça nous amène à ce climax et cette image en négatif. Pourquoi avoir fait ça ? Bon, je pense que vous l'avez compris, mais le fait de jouer sur le hors-champ n'a rien d'une question de budget. Le fait qu'un film utilise l'inconnu pour titiller la curiosité d'un spectateur et jouer avec son imagination, ça n'a rien de nouveau. Le film le fait tellement qu'en réalité, on ne voit Sadako qu'une seule fois vers la fin du film, et ça a déçu beaucoup de gens. C'est sûr que lorsque l'on compare le Ring original au remake américain qui sont arrivés plus tard, la différence est flagrante. Il y a deux raisons pour lesquelles Hideo Nakata ne dévoile pas Sadako dès le début. La première est une raison simple de suspense afin de donner envie aux spectateurs de suivre l'histoire pour découvrir le monstre. La deuxième est un peu plus compliquée que ça. Hideo Nakata ne peut pas le filmer.
Ring, si vous n'avez pas vu le film, c'est un film d'enquête avant d'être un film d'horreur. Une enquête d'une journaliste pour trouver cette fameuse cassette et éclaircir la légende. Sauf que cette enquête aura une conclusion morbide, et ça c'est exactement le parcours du spectateur qui regarde le film pour la première fois. Cette soirée, c'est une soirée à 3. Tomoko, Masami et le spectateur. Le spectateur regarde la télé avec elle, il s'approche d'elle quand elle discute tout bas, il s'allonge avec elle quand elle rigole, il court avec elle quand elle se précipite dans le salon, et il s'assoit avec elle quand elles sont rassurées. Et en parallèle, bien en sécurité dans son siège, le spectateur enquête comme les autres personnages du film. Il note la date au début, il scrute les conversations et il meurt d'envie que les filles aillent décrocher ce téléphone afin d'avoir la solution de l'énigme. Et alors que Tomoko s'approche de la télévision, il la suit silencieusement et la caméra est plus haute que la jeune fille, comme si on essayait de voir par-dessus son épaule ce qu'elle regarde. Le spectateur fait un véritable travail d'enquête et comme les personnages plus tard, la situation va lui échapper. Il va perdre le contrôle, la caméra ne va plus filmer ce qui est important, là où le danger peut se cacher, et finalement, on ne découvrira pas ce qui a attaqué Tomoko. Comme dit précédemment, une enquête sur ce sujet amène souvent à une fin morbide. Et si c'était un peu à cause de nous? En effet, le dernier regard de la jeune fille est dirigé directement vers la caméra, vers le spectateur. Si on reprend tout ce que l'on a vu avant, c'est la caméra qui observe les jeunes filles de loin, qui les isole, qui les poursuit, et c'est avec une caméra qu'on enregistre des cassettes. Ça, je ne le sors pas nulle part, c'est dit dès l'ouverture du film. Et là, je dois admettre que j'ai à moitié menti. Le premier mouvement de caméra perceptible, ce n'est pas le plan où elle tombe par terre, c'est le plan d'ouverture de la scène. Un dézoom qui sort de la télé. Pas un travelling, un dézoom. Parce qu'un travelling c'est vivant, ça se déplace. Un dézoom, c'est numérique, c'est froid. Et puis il sort de la télévision, tout comme le monstre du film. Si on suit notre logique que la caméra représente le spectateur, bah en fait le spectateur sort de la télévision, à l'instar de Sadako. Parce que ce qui tue ces personnages, c'est leur curiosité, l'envie si puissante de voir cette cassette interdite qu'on finit par en mourir. Et comme dit plus tôt dans la vidéo, il n'y a rien de plus curieux qu'un spectateur de cinéma, qui va continuer le film jusqu'à voir ses personnages mourir et peut-être finir par voir ce fameux monstre. Sadako, c'est une des figures horrifiques les plus connues au monde. C'est intéressant que quelque chose ait autant marqué le public avec si peu de temps d'écran, uniquement grâce à ce que les personnages du film ont dit d'elle. Et cette scène d'introduction, c'est l'occasion aux spectateurs non pas de voir, mais simplement d'entendre parler de cette femme, d'écouter au détour d'une soirée pyjama cette rumeur, et de découvrir cette légende qui marquera tout le paysage horrifique.